Il semble s'agir d'une vidéo contemporaine datant de cette semaine. Beaucoup de personnes, en particulier les partisans d'Ahmed al-Shara, le président syrien d'Al-Qaïda rebaptisé, ont tenté d'affirmer qu'elle était ancienne. Mais elle a été filmée cette semaine à Raqqa, dans le nord-est de la Syrie. Et ça, c'est une vidéo du nord-est de la Syrie. J'ai l'impression que je vais être démonétisé si je diffuse un anachide de l'État islamique. Mais nous nous opposons à l'État islamique. Nous sommes anti-État islamique. Juste, censeur de YouTube. Ne vous faites pas de mauvaises idées. L'une des rares chaînes de gauche sur la Syrie qui critique réellement l'État islamique. Oui, contrairement à The Intercept et Democracy Now!, nous sommes prêts à, s'y opposer et considérer comme utiliser la rhétorique de la guerre contre le terrorisme, selon la gauche trotskiste. Cette semaine, et tout cela grâce à Tom Barrack, un autre milliardaire de l'immobilier qui a obtenu un poste d'envoyé sous Donald Trump. Et voici ce que Tom Barrack a déclaré. La plus grande opportunité pour les Kurdes en Syrie en ce moment réside dans la transition post-Assad, sous le nouveau gouvernement dirigé par le président Ahmed al-Shara. Cela offre une voie vers une intégration complète dans un État syrien unifié, avec des droits de citoyenneté, des protections culturelles et une participation politique qui leur était refusée sous Assad lorsque les Kurdes étaient confrontés à l'apatridie. C'est exactement ce qu'Assad leur a proposé. Exactement. Mais les États-Unis l'ont bluffé. Désolé. Donc, oui, les États-Unis l'ont bloqué. Assad le leur a proposé. Je vais vous interroger là-dessus dans un instant, mais j'essaie simplement de résumer. Tom Barrack impose une fédéralisation à toutes les minorités de Syrie afin de consolider le pouvoir d'Ahmed al-Shara, parce qu'il s'est incliné devant les États-Unis et a de fait permis à Israël de prendre le Golan. Les Kurdes subissent maintenant une offensive des forces d'Al-Shara, qui sont un ensemble de bandits, dont beaucoup viennent de l'étranger, notamment des djihadistes égyptiens recherchés en Égypte. Des combattantes kurdes ont eu la gorge tranchée, les cheveux coupés, pratiquement scalpés, sont massacrés, et des prisonniers de l'État islamique sont libérés par milliers dans le nord-est de la Syrie. Aaron, pourquoi le nord-est de la Syrie était-il interdit au gouvernement Assad? Et pourquoi est-il maintenant en voie de fédéralisation? Eh bien, les États-Unis l'occupaient pour voler le pétrole et le blé de la Syrie afin d'affaiblir suffisamment l'État pour pouvoir pousser à un changement de régime et renverser Assad, ce qu'ils ont finalement réussi à faire. Pendant cette période, ils utilisaient les Kurdes pour aider à maintenir la Syrie fragmentée. Ils bloquaient essentiellement un accord entre les Kurdes et le gouvernement syrien car ils ne voulaient pas voir une Syrie unifiée. Ils voulaient la garder divisée. Ils ne cessaient de dire aux Kurdes « Ne concluez pas d'accord avec Assad, on vous refusera vos droits, attendez quelque chose de mieux ». Maintenant que le seul véritable objectif des États-Unis a été atteint, à savoir le renversement d'Assad, ils se retournent et disent aux Kurdes « Vous devez conclure un accord avec le nouveau gouvernement ». Et ce faisant, ils laissent les forces de ce nouveau gouvernement massacrer les Kurdes. Nous avons vu circuler sur les réseaux sociaux des images d'atrocités horribles commises contre eux. C'est donc un nouvel exemple des États-Unis trahissant un allié, car cet allié n'était soutenu que tant qu'il servait des objectifs géopolitiques, en l'occurrence l'hégémonie américano-israélienne par le renversement d'un État désobéissant, celui du gouvernement Assad. Très bien dit. Nous avions prévenu qu'après un changement de régime, des drapeaux noirs flotteraient au-dessus des villes de toute la Syrie et que nos détracteurs, ceux qui nous traitaient d'assadistes et tentaient en gros de nous détruire,
diraient soit que nous étions des théoriciens du complot fou, soit qu'ils accueilleraient peut-être même cela favorablement. Mais c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. C'est pour cette raison que la Russie, les gardiens de la révolution iranienne et le Hezbollah sont intervenus en Syrie, pour empêcher que cela n'arrive. L'Iran voulait l'arrêter, parce que comme l'a dit Qassem Soleimani de son vivant, si ce n'était pas fait, cela finirait par atteindre l'Iran lui-même. Et la Syrie est le seuil de l'Iran. Aujourd'hui, c'est en train de se produire. Tout ce que nous avions prédit devient réalité. Le gouvernement de Damas ne respecte pas les droits des minorités. Et ses combattants, en particulier les djihadistes étrangers, considèrent les Alaouites, les Druzes et les Kurdes comme fondamentalement sataniques. Et dans le processus, un certain nombre de prisonniers de l'État islamique qui étaient détenus dans des zones contrôlées par les Kurdes ont été libérés. Oui, Et on ne sait pas par qui. Je veux dire, au bout du compte, le chaos provoqué par le fait que les États-Unis ont abandonné les Kurdes et laissé le nouveau gouvernement les attaquer a conduit à la libération de prisonniers de l'État islamique. Et que va-t-il se passer maintenant? C'est une situation vraiment explosive. Oui, ils sont très endoctrinés. Et maintenant, ils sont libres de semer le désordre. Et ce sont les populations qui en paieront le prix. le CENTCOM américain a donc annoncé qu'il craignait une évasion de ses prisonniers, ce qui représenterait une menace directe pour les États-Unis. Il transfère donc 7000 détenus de l'État islamique de Syrie vers des installations sous contrôle irakien, rapprochant ainsi les combattants de l'EI de la frontière iranienne. Ils affirment ne plus faire confiance à Abu Mohammad al-Jolani, alias al-Julani, ni au gouvernement syrien pour la garde de ces détenus de l'EI. Mais les minorités syriennes non sunnites, elles, sont censées leur faire confiance pour leur propre sécurité, et on les rapproche de l'Iran. Nous savons tous que l'EI a été déplacé à plusieurs reprises pour menacer tout adversaire géopolitique que les États-Unis souhaitaient intimider. John Kerry l'a reconnu dans des enregistrements divulgués. C'est essentiellement la thèse de mon livre, La gestion de la sauvagerie, qui explique tout ce projet. Et cela se reproduit aujourd'hui, au moment même où les États-Unis semblent potentiellement se diriger vers une guerre régionale, une guerre contre l'Iran. Pendant la soi-disant campagne dirigée par les États-Unis contre l'État islamique sous l'administration Obama, l'armée américaine a regardé l'EI traverser le désert et prendre Raqqa. Ils ont regardé cela se produire. Ils l'ont laissé se produire parce qu'ils voulaient utiliser l'EI pour affaiblir le gouvernement d'Assad. Et c'est le même scénario qui se répète aujourd'hui. Sauf que cette fois, ce sont les Kurdes qui doivent payer le prix du désir d'hégémonie des États-Unis. La raison pour laquelle ils soutiennent Damas, c'est qu'ils ont quelqu'un prêt à exécuter leurs ordres. Mais il y a des gens comme Lindsey Graham qui expriment maintenant son indignation face à l'abandon des Kurdes. Parce qu'il parle au nom d'Israël, et qu'Israël n'est en réalité pas très à l'aise avec ce qui se passe en Syrie, il veut maintenir la pression. C'est un vrai désordre. C'est un désordre, mais ce n'est en réalité pas si complexe si l'on se concentre simplement sur les bases et sur la position des États-Unis. Cela avait été expliqué très clairement sur une couverture de Newsweek en 2019. Si l'Iran tombe, l'État islamique renaît. C'est aussi simple que cela. Regardez les attaques de type État islamique qui ont eu lieu en Iran les 8 et 9 janvier. Regardez ce qui se passe dans le nord-est de la Syrie, après que l'armée syrienne d'Assad et la Russie ont été repoussées de cette zone. Les États-Unis ont utilisé les FDS comme une carte pour la garder, les Kurdes, et maintenant que les Kurdes sont écartés, l'État islamique reprend de la vigueur. Et ensuite, il déplace des combattants de l'État islamique en Irak, qui est un pays majoritairement chiite. Tout est très clair.
C'est un désordre. Mais il n'y a pas de quoi être confus. Cette couverture date de quand? 2019. Et c'était l'un des derniers bons journalistes spécialisés en sécurité nationale à Newsweek, ou en réalité, dans n'importe quelle publication grand public, Tom O'Connor. Eh bien, c'est un autre exemple de la façon dont nous avons régressé. Il n'y a absolument aucun moyen que cela puisse être publié aujourd'hui. Vraiment aucun. Tout comme notre ami Alexander Cockburn et sa femme, Leslie, ils ont réalisé des documentaires dans les années 1980 pour PBS. Il serait impossible de diffuser quelque chose de ce genre aujourd'hui. Sur l'armée israélienne, armant des escadrons de la mort en Amérique centrale, ou la CIA protégeant des trafiquants de drogue. Ce n'est tout simplement plus possible. Et de la même manière, il serait impossible, dans un grand média américain, de publier ce qui vient d'être mis en ligne. Et tout cela est dû à cette mentalité du Israël d'abord, comme on le voit encore aujourd'hui. Pas complètement, mais oui. Eh bien, je veux dire, d'accord. Propagande du département d'État, bien sûr. Ouais,